Très bien, bonjour. Donc, bienvenue à tous. C'est vrai que c'est un plaisir de se retrouver en face à face après tous ces événements digitaux et en plus sans masque. Donc, on peut voir le visage des gens. Donc, mon nom est Claire Troidec. Ah bah voilà, donc il y a la petite présentation. Donc, je suis en charge des activités. Celle d'après. Peut-être que j'aille doucement. On est bien d'accord qu'on avance là. Voilà, ça y est, ta présentation est chargée. Merci. Donc voilà, donc je suis en charge de la division Power and Wireless chez YOL Développement. Donc YOL Développement, on a un cabinet études stratégiques, marketing situé à Lyon, en France. Et dans la division, on regarde les activités de puissance, on regarde tous les matériaux 3.5, compound semi-conducteurs. On regarde les composants aussi radiofréquences et puis tout ce qui est batterie, gestion de l'énergie. Voilà, je me rends compte que ma présentation, donc j'ai utilisé des slides en anglais, on n'est pas très habitué à faire les présentations en français, donc je pense que ça va être un petit mix de franglais par-ci par-là. Donc on va essayer de faire la traduction au moment clé. Très bien. Donc, et je vais essayer de respecter le timing aussi. Donc, j'ai essayé de décomposer un petit peu les choses en partant des applications Power Electronics, donc les applications de puissance, et en expliquant les grands drivers. Voilà, on est parti pour du franglais. Les grands drivers donc pour ce marché. Donc tout ce qu'on voit en fait, c'est surtout une électrification de beaucoup de systèmes qui pouvaient fonctionner de façon mécanique ou thermique. En se débarrassant aussi de tous les câbles cordless. Donc c'est vraiment, on parle aussi de batterification, arriver à avoir des systèmes qui sont électrifiés avec une grande demande en termes d'autonomie. On veut avoir des systèmes qu'on n'ait pas à recharger tout le temps. Bien entendu, avoir accès aussi à du service en plus de la technologie, avoir des solutions, tout est smart, voilà, des solutions qui soient intelligentes pour essayer de consommer le moins possible. Avoir des systèmes qui soient très flexibles, modulaires, pour pouvoir répondre à des besoins de moyenne puissance jusqu'à de fortes puissances. Forcément, le côté green, enfin ce côté avoir une énergie propre, la plus propre possible. Donc ça, c'est vraiment des besoins sociétaux avec l'installation. On pourrait avoir un autre débat sur qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une énergie propre. Mais bon, là, on va regarder des systèmes qui sont moins émetteurs de dioxyde de carbone. Et puis, voilà, surtout, increase in efficiency, c'est vraiment avoir des choses qui soient beaucoup plus efficientes, qu'on ait cette conversion d'énergie de la source jusqu'au système qui va l'utiliser en ayant le moins de pertes possible. Donc, c'est vraiment les grandes tendances, les grands besoins sur ce marché de l'électronique de puissance. Donc, quelles sont les applications qu'on a pu voir au fil pas des siècles, mais au fil des années, des décennies qui ont été grands gourmands d'électronique de puissance. Donc, ça a énormément commencé dans toutes les applications industrielles. Dès qu'on a des moteurs, on a besoin de cette conversion, l'énergie qui va arriver sous forme d'essai. On a besoin de la transformer en alternatif pour pouvoir alimenter les moteurs avec le rotor stator, etc. Donc, on a beaucoup trouvé de besoins en conversion d'énergie, ce qu'on appelle DC-AC, pour alimenter des moteurs dans l'industrie, dans tout ce qui va être climatisation, dans les ascenseurs, etc., dans le monde industriel. Donc, ça a été un grand besoin de départ. Et puis, vers la fin, on voit que ce besoin est toujours présent en électrifiant beaucoup plus en plus de systèmes qui vous pouvez marcher, encore une fois, de façon mécanique, etc. On passe sur l'électrification. Donc ça a été plutôt dans les années 70 et puis on le retrouve jusqu'à présent. Après, dans tout le marché grand public, voilà, quand les téléphones ont commencé à faire leur apparition, forcément, on a besoin, avec cette batterie qui alimente nos systèmes, d'avoir une conversion d'énergie, puisqu'on sait que nos systèmes, avec une batterie, je ne sais pas, qui peut être de 12 volts ou de 4 volts, on va avoir pas mal de composants qui vont fonctionner à des tensions de 1 volt, de 2 volts, 3 volts, etc. Donc, on a un besoin de conversion d'énergie qui est très présent dans tout ce qui est consumer, donc grand public, et dans tout ce qui est ordinateur computing. Donc au départ sur les téléphones, et puis après maintenant on est aussi sur tout ce qui est la 5G, sur les data centers qui sont énormément gourmands aussi en énergie et en conversion d'énergie pour être le plus efficace possible, le plus efficient possible. On a une autre grosse vague sur tout ce qui va être renewable, donc forcément votre photovoltaïque, l'éolien. Donc là, le photovoltaïque qui est aussi un moment, vous avez certainement connu ces années-là où ça n'a pas forcément très bien fonctionné avec la baisse de subsidies, on va avoir du mal, donc la baisse d'aide gouvernementale. Et voilà, le marché qui a pu reprendre derrière, surtout la Chine qui a implémenté énormément de ces grosses fermes photovoltaïques, donc assez gourmandes
en électronique de puissance pour alimenter l'électronique derrière. Et puis dernièrement, voilà, qu'est-ce qui vraiment est très gourmand, qui augmente les besoins en électronique de puissance sur des technologies de packaging beaucoup plus fiables, enfin robustes et aussi à des réductions de coûts fortes, c'est ce marché de l'automobile. Donc on l'a vu avec l'électrification qui fait un grand boom. Et même avec ces années Covid qui ont encore plus accéléré ce besoin en innovation, en transition sur des systèmes efficients, le plus propre possible en termes d'énergie. OK, donc ça, c'était tous les drivers. Maintenant, si on regarde ce besoin en électronique de puissance, en fait, c'est un marché qui a des besoins très, très différents. Donc, il y a des besoins, comme on l'a vu, en plus faible puissance, sur des choses qui vont être grand public, sur des chargeurs, sur de la conversion d'énergie pour les centres de données, etc. Donc là, on a surtout besoin d'intégration et des choses qui soient assez miniaturisées. On peut aussi avoir besoin de conversion d'énergie à des niveaux de puissance moyenne. Donc là, on va rentrer justement sur tout ce qui est moteur, on va rentrer sur les véhicules électriques, on va rentrer un petit peu ce qu'on appelle UPS, Uninterrupted Power Supply, donc des conversions pour tous les centres données, même les structures de recharge, les stations de recharge pour les véhicules. Donc là, encore une fois, intégration, mais la fiabilité est clé, et la gestion de l'énergie, de thermal management, donc le packaging, la dissipation de l'énergie. Et puis les besoins en forte puissance, là qui vont être plutôt sur des applications donc d'éolien, de train, tout ce qui est grid, donc la génération de l'électricité, où là la fiabilité est forcément clé, et puis la gestion thermique, parce qu'on est encore une fois vraiment la différenciation de ce domaine de l'électronique de puissance dans un domaine électronique standard, c'est qu'on fonctionne à des grandes puissances. Donc qui dit grande puissance dit grand courant, grande tension. Donc il y a vraiment ce côté sécurité pour que les choses ne s'enflamment pas, n'explosent pas. Donc gestion de la thermique qui est très très importante, le packaging, les matériaux, l'interconnexion par rapport à d'autres domaines de l'électronique. C'est vraiment la grande différence de cette électronique de puissance. Très bien, donc maintenant qu'on a vu ça, en quoi des matériaux qu'on appelle à grand gap, voilà, sans rentrer dans trop les détails, ces wide bandgap materials, en quoi peuvent-ils être intéressants pour l'électronique de puissance? En fait, ils ont des propriétés intrinsèques, ces matériaux, comme le SiC, comme le GaN, comme d'autres matériaux, mais c'est surtout ceux-là dont on entend parler pour l'électronique de puissance. Donc, c'est ce qu'on a entendu la présentation justement. En fait, ils permettent de transporter un courant très fort, d'avoir une densité de courant qui va être très très forte. Ils ont des champs électriques aussi générés qui vont pouvoir être plus forts, et en plus, ils peuvent commuter très rapidement. Donc ça, c'est vraiment les propriétés intrinsèques de ces matériaux qui fait que quand on les utilise dans des composants d'électronique de puissance, ça va nous donner des systèmes qui vont être beaucoup plus efficaces. Cette commutation, on arrive à faire une conversion d'énergie avec moins de pertes. Qui dit moins de pertes dit moins d'énergie, moins de chaleur en gros générée, plus facilement de systèmes de refroidissement. Donc on peut alourdir certaines contraintes sur des systèmes de refroidissement. Donc au niveau du système, on voit tout de suite le bénéfice d'utiliser ces matériaux qui vont être un peu plus chers, mais beaucoup plus efficaces. On va avoir des systèmes plus compacts, on va réduire la taille, on va réduire le poids, et ils vont pouvoir fonctionner aussi à des températures plus élevées, ce qui, ça, encore une fois, peut être intéressant pour relâcher ces contraintes de dissipation d'énergie ou de refroidissement. Donc c'est ça les avantages au niveau du système: plus efficace, meilleure gestion, plus facilement une gestion de l'énergie, réduction de la taille et du poids, mais en même temps une technologie qu'il faut revoir en termes de packaging, avec des contraintes très différentes des matériaux plus standards comme le silicium qu'on utilise dans les semi-conducteurs. Donc maintenant qu'on a dressé les avantages de ces matériaux grand gap, si on regarde ce matériau du GaN, nitrure de gallium, gallium nitride, donc là c'est un petit peu le même genre de plot qu'on a pu voir en classifiant les applications, donc faible voltage, medium voltage et puis plus fort voltage. Et on voit que suivant les applications, on va avoir des composants qui vont fonctionner à des tensions qui vont être différentes. Sur des tensions plus faibles, donc là on est sur des applications de chargeurs, d'amplificateurs audio. Sur des tensions un peu plus moyennes, on va commencer à être dans le photovoltaïque, des onduleurs pour le résidentiel, donc pas forcément pour les grandes fermes. Tout ce qu'on entend par tous les moteurs, ces fameux moteurs là, qu'on va retrouver dans l'industrie sur énormément d'applications. C'est un domaine très fragmenté. Et puis les applications plus fort voltage, où là, encore une fois, on rentre sur de l'éolien, on rentre sur du train.
Donc au Japon, ça a été les premiers à implémenter des technologies grand gap, plutôt comme le silicon carbide, mais sur leur métro et puis sur leur train grande ligne Shinkansen, pour justement avoir une meilleure gestion de l'énergie. Donc, tous ces besoins d'application vont demander des besoins en composants différents qui vont fonctionner à des tensions différentes. Et en fait, l'offre technologique est assez vaste. Donc, silicium par défaut, qui fait très bien le job, mais qui est peut-être moins efficace pour certaines applications, qui va engendrer plus de pertes. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'aller vers des choses qui soient plus efficientes. Cette réduction en termes de volume, de compactness. Donc, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus le GaN, le silicon carbide, avec un environnement autour de 600 volts où toutes les technologies coexistent et une certaine compétition en fonction de l'utilisation. Très bien. Donc là, un slide très simple en fait pour essayer de résumer quelles sont les applications pour ce Power GaN, donc pour ce nitrure de gallium. Parce qu'aujourd'hui, on regarde le nitrure de gallium pour des applications de puissance, mais le nitrure de gallium peut aussi être utilisé pour des applications à radiofréquence. Ce ne sera pas la même stack, enfin la même façon de faire les choses. Là, pour des applications de puissance, on regarde du nitrure de gallium qui va être déposé sur des substrats silicium, avec ce qu'on appelle un lattice mismatch, donc une différence en termes de structure de maille entre le nitrure de gallium et le silicium qui est assez forte. Donc on a des besoins d'épitaxie, de couches en buffer, donc un savoir technologique qui est très très fort pour arriver à avoir des composants qui ont le moins de défauts possible. Là où en radiofréquence, on va être sur des substrats de silicon carbide où on va faire croître le nitrure de gallium. Donc, on a des choses encore plus difficiles, je dirais, à fabriquer avec des histoires de pertes, etc. Mais si on regarde pour les applications de puissance, donc ce gallium nitride sur des substrats silicium, vous voyez que les applications, comme on disait, c'est tout dans ce qui va pouvoir être industriel, motor drive. On va retrouver dans l'automobile, donc dans les véhicules électriques pour la conversion d'énergie, et j'y reviendrai, je l'ai pris en exemple. On peut avoir sur le transfert d'énergie wireless, donc wireless charging. On a sur les data centers, donc le UPS, Uninterrupted Power Supply, sur les fermes photovoltaïques. Et la grande application qui a permis vraiment d'avoir une entrée de volume, de masse de ce nitrure de gallium, c'est tout ce qui est chargeur, power supply, dans l'industrie grand public. Donc Oppo a été le premier acteur en 2018-2019, si je ne me trompe pas, 2019, à intégrer un chargeur qui était livré avec son téléphone portable rapide. Donc le fait de mettre du nitrure de gallium, ça nous fait un chargeur plus compact, très rapide. Et voilà, pour une industrie, déjà là où on allait chercher, on n'était plus à des dizaines de milliers d'unités, mais on rentrait des centaines de milliers, des millions d'unités, donc un peu plus fort volume. Et ces chargeurs, dans l'industrie grand public, on peut aussi les retrouver dans tout ce qui est infrastructure télécom. Alors on est plutôt sur la conversion d'énergie, encore une fois, et dans l'industriel, sur des petits outillages, des choses comme ça. Donc ça, c'est toutes les applications où le GaN peut rentre et le GaN a un rôle à jouer. Donc là, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu, si on regarde les différentes technologies, alors en prenant l'exemple dans l'industrie grand public, consumer, sur ces chargeurs. Pourquoi ? En fait, ça a été l'application POUF qui a permis cette introduction forte du nitrure de gallium avec un marché, avec des volumes associés, avec toute une chaîne de valeur, toute une chaîne industrielle qui se met en place. On essaye de comparer les avantages d'un chargeur basé sur une technologie nitrure de gallium par rapport à du silicium. Donc le nitrure de gallium ici étant représenté en vert et le silicium en orange. Et quand on classifie suivant deux paramètres, le case volume, donc ça donne juste le volume, cubic centimeter de la solution, et puis ce qu'on appelle le price per power, c'est le dollar per watt. Donc combien me coûte ma solution pour une certaine puissance ? Forcément, là où on veut être, c'est tout en bas à gauche, voilà, avoir quelque chose le plus petit possible qui permet d'avoir un prix faible avec une puissance relativement élevée, ce qui va nous permettre de charger beaucoup plus rapidement nos téléphones. Et on voit que toutes les implémentations de nitrure de gallium en fait, nous permettent, à des coûts quand même qui sont très intéressants parce qu'on fonctionne à des puissances plus élevées, d'avoir des solutions qui soient plus miniaturisées, plus petites et qui soient plus efficientes et qui du coup chargent très rapidement les téléphones. Donc on est sur du 50, 65 watts, même du 100 watts pour certaines choses. Et ce marché existait déjà pour l'accessoire, bien avant que Oppo l'introduise, avec des acteurs comme OK, comme Anker, qui vendaient déjà des chargeurs en accessoire. Et Oppo donc, a été le premier à l'intégrer, ce qu'on appelle le inbox charger. Donc ça, je ne saurais même pas comment le traduire en français, mais qui était vendu avec le téléphone dans la boîte. Et d'autres acteurs ont suivi, comme Vivo, Realme, etc.
Apple récemment a aussi sorti un chargeur plutôt pour son application MacBook, donc sur leur laptop, basé sur du 140 watts. Et il y a des rumeurs qui disent que éventuellement Apple pourrait avoir un chargeur, fast charger, basé sur une technologie nitrure de gallium pour leur téléphone portable à plus petite puissance cette année ou l'année prochaine. C'est des choses que l'on regarde. Donc pour pouvoir avoir cette intégration, il faut forcément avoir une offre technologique au niveau des fabricants de composants. Et c'est là où on retrouve des acteurs comme Navitas, Power Integration, Transform GaN System, ST Microelectronics aussi, là, un acteur français, franco-italien, suisse, franco-italien, on va dire. Et puis d'autres acteurs européens qui sont là aussi, qui arrivent avec Infineon, etc. Ok, donc ça, c'était l'exemple sur l'industrie du consumer. Voilà, je vous ai mis juste pour vous montrer vraiment la multitude de ce qu'on appelle de design win, hein, de rentrer sur le marché, donc basé sur ces chargeurs, sur ces fast chargers pour l'industrie grand public, avec la solution en haut, solution intégrée vendue avec le téléphone, solution en termes d'accessoires, et vous voyez tous les design wins des fabricants de composants, donc des gens comme Power Integration historiquement, après Navitas, InnoScience, un acteur chinois, Transform, donc beaucoup d'acteurs américains au début, beaucoup de startups américaines qui ont poussé cet écosystème GaN, et maintenant d'autres grands qui rentrent sur ce marché-là. Donc une multitude de design wins avec des puissances différentes. Voilà, et je suis venue jusqu'à cette année pour vous voir, pour vous montrer en fait vraiment que cette technologie est utilisée vraiment dans des conditions d'introduction de volume pour l'industrie grand public, pour ces chargeurs de téléphone ou d'ordinateurs portables, etc. Un autre exemple que j'ai voulu prendre, c'est sur l'automobile. Donc l'automobile, c'est pas pour tout de suite, mais c'est des choses vraiment qui sont regardées, qui sont étudiées. C'est des choses qui vont rentrer sur le marché. L'automobile, c'est plus complexe parce que là, sur la conversion d'énergie, on a pas mal de systèmes différents. Donc, j'ai essayé de vous représenter un véhicule vu d'au-dessus où on voit en fait la batterie au centre, le high voltage battery, qui va délivrer un voltage de 400 volts à 450, 600 volts. Maintenant, on trouve des véhicules aussi à 800 volts sur des Hyundai ou même d'autres véhicules. Mais en fait, on a besoin de conversion d'énergie entre cette batterie et le moteur qui va faire tourner les roues. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le main inverter, qui va faire cette conversion DC-AC. Donc ça, c'est vraiment la pièce maîtresse de l'électronique de puissance dans l'automobile. On peut aussi avoir besoin de conversion d'énergie entre la batterie et d'autres batteries qui vont être utilisées pour des fonctions d'accessoires, donc l'essuie-glace, lève-vitre, etc. Là, on peut fonctionner sur des batteries à 12 volts. On a aussi des batteries à 48 volts sur la climatisation et ce genre de choses. Et de plus en plus de fonctions basculent sur une batterie à 48 volts. Et on voit bien qu'on a besoin de cette conversion d'énergie entre le high voltage battery, autour de 400, 600 volts, et ces autres batteries comme le 48 volts, etc. Donc, ou le 12 volts à 48 volts. Donc là, c'est ce qu'on appelle le DC-DC conversion. Ou la dernière pièce maîtresse, on va parler du onboard charger, voilà, qui lui va vous permettre, si vous branchez votre véhicule quand vous rentrez chez vous, de pouvoir charger votre voiture. Et là, on a cette conversion d'énergie de AC à DC. Donc en gros, on va entendre parler dans l'automobile soit du main inverter, donc qui va alimenter les roues, soit du onboard charger, quand vous chargez votre véhicule pour alimenter la batterie, soit du DC-DC conversion. Donc c'est ces trois pièces qui sont intéressantes. Et quand je vous ai représenté l'offre technologique, aujourd'hui, donc le silicium sait adresser ces fonctionnalités-là, mais le gallium nitride ou le silicon carbide sont aussi intéressants et amènent justement une meilleure efficience, des systèmes qui vont être plus compacts, mais avec une technologie qu'il faut complètement revoir en termes de packaging, de design, de topologie, etc. Mais le GaN est du coup quelque chose de très intéressant, le fait qu'il fonctionne à des fréquences plus élevées, qu'il y ait une commutation très rapide. Ça veut aussi dire que c'est compliqué en termes de tout ce qui va être effet électromagnétique, etc. Donc, c'est des choses qui sont étudiées aujourd'hui. Mais il a vraiment une grande, un fort intérêt pour le marché de l'automobile. Donc ça, c'est des choses qui vont prendre un petit peu plus de temps. Donc si je résume sur les différentes applications que l'on voit aujourd'hui, on voit bien que les drivers pour l'introduction du GaN sont vraiment différents suivant l'application. Soit on va rechercher ce côté efficient, soit on va rechercher le côté coût, mais plutôt coût au niveau du système, l'intégration finale, parce que je vais avoir moins besoin de refroidissement, etc. Soit on va rechercher des solutions compactes, ou alors on veut fonctionner à plus forte température, ou alors j'ai vraiment besoin de commuter en plus forte fréquence.
Et c'est cette multitude de possibilités qui fait que suivant l'application, voilà, c'est pas pour ça va pas être les mêmes drivers qui vont nous permettre d'implémenter le GAN. Donc il y a une offre qui est quand même très vaste au niveau de cette technologie. Ok, donc maintenant si je regarde un petit peu l'écosystème, les acteurs, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est une technologie par rapport à l'industrie du silicium, donc qui avait démarré après-guerre, hein, qui est beaucoup plus récente. Voilà, en 2010, c'est là où on avait International Rectifier à l'époque qui avait sorti les premiers devices basés sur du nitrure de gallium. Donc c'est une technologie qui est quand même relativement récente dans le monde des semi-conducteurs, avec un très fort potentiel comme on le voit aujourd'hui. Après, on a eu l'acquisition par Infineon de International Rectifier. D'autres acteurs ici qu'on peut remarquer, donc là les startups, hein, comme je vous disais, GaN System, Transform, qui ont aussi mis en place leur chaîne de valeur avec des productions chez TSMC, donc la fonderie majeure en Asie. Transform qui se fait aider plutôt avec Fujitsu qui a acquis toutes les parts. Et puis récemment, là plutôt avant 2018, InnoScience, un acteur chinois aussi, qui est rentré très fortement dans ce marché-là. Je fais l'accélération en fait juste pour vous montrer que récemment les choses se sont énormément accélérées avec beaucoup d'acquisitions, beaucoup d'investissements. Donc on sent que ça foisonne au niveau de tous les développements technologiques, au niveau de tous les acteurs. Et on a essayé de résumer ça en disant que all in all, depuis 2010, on a vu plus de 2,5 milliards d'investissements mis dans cette industrie en termes de rachat technologique, etc. Récemment, bon, là, on peut regarder un peu plus l'écosystème européen. Bien entendu, on a vu Soitec, donc, qui a fait l'acquisition d'Epigan, donc là, sur des propriétés d'Epitaxi, de dépôt de couches. ST qui a fait l'acquisition d'Hexagan, donc là, encore une fois, sur du PowerGaN au niveau du device. Et puis des partenariats un petit peu dans tous les sens avec des acteurs américains et des acteurs chinois. OK. Donc, si je regarde donc, cette chaîne de valeur, les industriels présents au niveau mondial, donc comme je disais au départ, c'est beaucoup de startups américaines qui ont poussé ces enjeux-là. Donc, les startups américaines, elles sont aussi représentées via TSMC, qui est leur gros partenaire en termes de fonderie. Donc historiquement, on avait EPC, voilà, en Navitas, on a eu Power Integration, basé aux États-Unis. En Europe, on va retrouver des acteurs, donc fonderie comme XFAB, on va retrouver aussi des acteurs plus intégrés IDM comme STMicro, Infineon, récemment Belgan, donc les anciennes fabs de On Semiconductor en Belgique, voilà, qui ont été acquis par Belgan, qui veut être plutôt un acteur en fonderie pour l'automotive. J'aurais pu rajouter, j'ai oublié de mettre aussi Nexperia, forcément un acteur européen qui veut aussi focaliser sur des applications automotives. Donc on voit qu'on a aussi des acteurs dans notre tissu européen. Et en Asie, voilà, comme je vous disais, en Chine, InnoScience, qui est vraiment un acteur qui grandit énormément, qui investit beaucoup sur du 8 pouces. Voilà, on va voir Transform via Fujitsu au Japon, EPC qui travaille avec Epicil à Taïwan. Donc vraiment sur le côté fabrication, on retrouve forcément beaucoup de partenaires fonderies asiatiques. Ok, donc maintenant, si on regarde la tendance marché, en fait, on va parler en termes de dollars, je ne l'ai pas traduit en termes d'euros, mais en termes de dollars, qu'est-ce que ça représente au niveau du business? Aujourd'hui, c'est une industrie, on ne voit pas forcément l'échelle, mais qui va être autour de 200 millions d'euros, quelque chose comme ça, 200, 250, 200, mais qui est d'ici 2027, qu'on voit croître à plus de 2 milliards de dollars au niveau du composant. Là, je parle vraiment au niveau des composants PowerGaN. Donc, on voit une croissance très, très forte de cette industrie, comme vous le voyez en gris, qui est poussée, qui est drivée par toutes ces applications grand public, donc ces fameux fast chargers, donc ces chargeurs de téléphone, ces chargeurs de laptop, qui emmènent cette industrie-là. Mais ce que vous pouvez voir aussi en orange, tout le monde de l'automobile aussi qui va arriver. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Forcément, c'est plus long dans l'automobile. Il y a besoin de cycles de qualification, besoin de travailler sur le packaging, sur pas mal de choses d'interférence, etc. Mais les acteurs travaillent dessus. Il y a des premiers composants qui sont qualifiés pour l'automobile. Bon, pour des startups américaines, mais aussi d'acteurs qui arrivent. Et voilà, à ne pas sous-estimer cette industrie automobile qui voit aussi beaucoup d'intérêt dans l'industrie du GaN. Le reste, ce qu'on peut mentionner, c'est des applications industrielles, sur tout ce qui va être justement dans les data centers, conversion d'énergie. Je ne sais pas si vous voyez un peu plus, oui, que l'on voit en bleu, c'est ça, avec aussi ce qu'on appelle le télécom, datacom. Très bien. Du coup, au niveau des acteurs, là, en fait, c'est un marché qu'on suit trimestre par trimestre. Donc, on est en train de remettre à jour là, le premier trimestre. Je vous ai donné les premières évaluations. On est en train de remettre ça assez calmement sur la table.
beaucoup d'acteurs américains, comme je disais. Donc voilà, historiquement, Power Integration, qui a une technologie, je ne rentrerai trop dans les détails, mais qui est du GaN sur du saphir, donc des substrats un petit peu différents, avec une structure de maille moins éloignée du GaN. Donc au niveau de l'épitaxie, ça leur donne un certain intérêt. Tous les autres acteurs font du GaN en silicone pour pouvoir avoir cette industrie de masse, aller vers des transitions de wafers plus grands, bénéficier de la réduction de coûts, etc. Et donc les acteurs qu'on va retrouver, donc Power Integration, Navitas, comme je disais, EPC, Transform et InnoScience, cet acteur chinois qui grandit de plus en plus. Et nos acteurs européens, voilà, qui ont eu des premières design wins, qui arrivent sur ce marché et à n'en pas douter, qui vont aussi grandir en part de marché dans les années à venir. Donc, si je regarde maintenant au niveau de cette industrie qui est en termes de wafer, donc de substrat, qu'est-ce que ça représente en termes d'unités pour voir les investissements de capacité? Donc, pareil, c'est des choses qu'on suit au jour le jour. On a différentes plateformes technologiques. Aujourd'hui, la majorité, le mainstream, c'est vraiment du 6 pouces. Des acteurs poussent pour développer ça sur du 8 pouces. Donc, comme je disais, InnoScience qui pousse énormément, TSMC qui a des programmes là-dessus. Après, c'est très compliqué au niveau de l'épitaxie d'aller vers des substrats un peu plus grande taille, d'avoir des bons rendements. Donc, aujourd'hui, les rendements ne sont pas forcément à la hauteur, mais c'est des choses qui arrivent fortement et on voit cette transition plutôt s'opérer 2026-2027 pour avoir du 8 pouces qui commence à pénétrer plus fortement. Ok, j'ai pas trop parlé de la technologie, voilà, par manque de temps, mais comme je dis, c'est des choses qui sont assez complexes sur différents substrats. On peut l'intégrer, donc on parle d'e-mode, e-mode. Est-ce que votre transistor va être normally on, normally off? C'est des choses qui sont quand même assez complexes dans cette industrie du GaN. On a différents voltages. Aujourd'hui, la majorité des composants qui font le marché sont autour de 650 volts. Une intégration en discret, système on chip, système in package, donc différentes façons d'intégrer votre composant dans un système. Le packaging est très, très important pour le GaN, qui fonctionne à des fréquences plus élevées, donc pas mal de plateformes technologiques, et c'est vraiment une vraie différenciation pour avoir une solution qui fonctionne dans un système. Donc voilà, on pourrait beaucoup parler de la technologie. Là, je l'ai plutôt axé sur les acteurs, sur le marché, et puis les applications. Donc, si je résume, le GaN, il avait trouvé son premier marché. Il était rentré sur le marché sur des applications haut de gamme, qui étaient plutôt sur le photovoltaïque, ce qu'on appelle du low volume high-end, donc sur des applications bien spécifiques où on avait besoin de performance, de réduction de coûts. Et puis, ce fait d'avoir une meilleure efficacité, ce qui fait qu'on avait moins de contraintes au niveau du cooling. Mais son marché vraiment de masse, son sweet spot, ça a vraiment été au niveau de ces fast chargers. Dans l'industrie grand public. Et plus tard, voilà, on s'attend que l'automobile aussi fasse un nouveau relais de croissance, les data centers, et puis tout ce marché industriel avec le motor drive, etc., des applications aussi à plus fort voltage qui peuvent permettre d'avoir une croissance qui soit très forte. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On a pas mal de rapports sur le sujet. N'hésitez pas. Puis si vous avez des questions, je reste disponible. Je pense que j'ai tenu dans le temps. Merci beaucoup, Claire. C'était à la fois très complet, mais très structuré et très synthétique. On peut prendre une ou deux questions de la salle. Oui, Pierre. Ah, pardon. Non, mais c'est pour les gens à distance aussi, ça va être difficile, sinon je te l'amène. Merci pour la présentation qui est très complète. Moi, j'ai une question de curiosité en amont pour le sourcing du gallium. Est-ce qu'il y a des risques de tension? Ça vient d'où? Est-ce qu'il y a des dépendances? Ça existe dans d'autres matériaux utilisés en électronique. Donc, est-ce qu'il y a des problématiques similaires pour le gallium? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que là, je ne l'ai pas forcément couvert. De mémoire, parce que là, je ne suis pas forcément la meilleure spécialiste là-dessus. Je crois qu'au niveau des ressources, ce n'est pas forcément un matériau où on a plus de problèmes que d'autres matériaux comme du cobalt ou du lithium, des choses comme ça. Maintenant, avec tous les enjeux économiques et puis toutes ces tensions entre Russie, Ukraine, etc., il y a pas mal de choses qui se passent. On voit par exemple sur du néon, je t'ai vu, voilà, le gaz, le néon pour la lithographie, boum, il y a pas mal de choses qui sont faites en Ukraine, donc il y a un shortage. Bref, sur le gallium, comme je le comprends aujourd'hui, oui, c'est des choses, c'est un matériau qui a des ressources qui sont plus limitées, mais par rapport à d'autres matériaux, je ne crois pas que ce soit le plus critique aujourd'hui. Merci Claire. Éventuellement une autre question avant de passer à la suite. Très bien, on s'en tient là. De toute façon, tu seras là pour la pause. Vous pourrez bien échanger avec elle. Okay, merci. Avec Claire. Merci beaucoup.